Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur les antennes de l'Intelligent TV pour cette nouvelle édition de la revue de presse grand format, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage et d'analyse de l'actualité nationale et internationale. Au sommaire de cette émission, plusieurs sujets cette semaine retiennent l'attention de l'opinion publique. À Abidjan, les opérations de déguerpissement se poursuivent et suscitent un débat entre impératifs d'assainissement urbain et préoccupations sociales. Et sur le terrain politique, la question de l'avenir du système électoral revient au centre des discussions après la dissolution de la commission électorale indépendante. Enfin, sur le plan sous-régional, la visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire du président béninois Romuald Wadani ouvre de nouvelles perspectives dans les relations entre Cotonou et Abidjan. Pour analyser ces questions et en mesurer les enjeux, je reçois ce soir sur ce plateau Chifol Idriss Ouattara. Bonsoir. Bonsoir mon cher frère. Bienvenue Chifol. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes écrivain, vous êtes PCA de l'AIPAC qui signifie Alliance Ivoirienne pour les Actions Coordonnées, qui est une organisation de la société civile. Merci d'être avec nous encore une fois de plus sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Depuis plusieurs jours, les opérations de déguerpissement engagées dans plusieurs quartiers d'Abidjan, notamment dans le quartier de Vridi 3, communément appelé Zimbabwe, dans la commune de Port-Boué, alimentent le débat public. Les autorités évoquent la nécessité de lutter contre l'occupation anarchique des espaces publics, de prévenir les risques d'inondation. Comme vous le savez, nous sommes en saison des pluies, et d'améliorer le cadre de vie des populations. Chifol, je voudrais qu'on entre tout de suite dans ce premier sujet. Comment appréciez-vous ces opérations de déguerpissement que nous constatons depuis quelques jours dans plusieurs quartiers d'Abidjan? D'accord, déjà je vous remercie. Et puis, avant tout propos, vous me permettrez de m'incliner vraiment très vivement devant la mémoire de toutes les personnes qui ont perdu la vie au cours de toutes ces périodes de pluie que la Côte d'Ivoire a connues. Je ne parle même pas de la saison de cette année, mais au cours de toutes les périodes de pluie que la Côte d'Ivoire a connues, principalement la ville d'Abidjan. Et je voudrais dire qu'il s'agit là pour moi d'un impératif de sauver des vies, dans la mesure où vous êtes sans ignorer que chaque année, eh bien, des personnes perdent leur vie. Eh bien, nous avons également des dégâts matériels chaque année que nous enregistrons au cours de ces périodes de pluie, si bien qu'à un moment donné, il va falloir faire table rase des émotions en termes de gestion de la chose publique et faire en sorte de préserver les vies. Et donc pour moi, c'est vraiment un impératif et c'est une étape nécessairement à laquelle nous devons passer pour faire en sorte de garantir au maximum la ville d'Abidjan, non seulement d'assainir la ville, mais surtout de garantir et préserver des vies, s'il faut le dire ainsi. Certains quand même ont décrié ces opérations, certains l'ont trouvé inhumaine. On a même eu l'occasion de voir quelques vidéos dans lesquelles on entend des populations dire qu'elles n'ont pas été informées de ces opérations. En un mot, qui dénoncent ces opérations qui se sont déroulées. C'est vrai, vous parlez d'un impératif de sauver des vies, d'assainir, d'établir l'ordre en milieu urbain. Mais derrière, il y a aussi des populations qui sont jetées dehors, qui n'ont pas de toit après, qui sont obligés de vivre à la belle étoile. C'est ça. Il faut tout de même compatir avec les différentes populations qui aujourd'hui, fort malheureusement, n'ont pas de toit. Mais dit que les populations n'ont pas été informées, personnellement, je garde une réserve par rapport à cette affirmation-là. Je ne pense pas vraiment qu'un jour on se soit levé et qu'on soit allé déguerpir des gens sans qu'au préalable, il n'y ait eu d'informations. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire, nous parcourons les réseaux sociaux. Nous savons qu'ici à Abidjan, depuis un certain nombre d'années, le gouvernement a fixé un cap qui est non seulement l'assainissement de la ville d'Abidjan, mais l'objectif de faire en sorte de préserver des vies. Puisque l'objectif de cette année, d'ailleurs, c'est 0 mort au cours de la période de pluie. Donc nous savons plus ou moins
qu'il y a des zones à risque qui ont été identifiées. À partir de cet instant, dire qu'on n'a pas été informé des différentes opérations qui sont en cours, il faut vraiment y mettre une certaine réserve. Je ne suis pas vraiment à fond dans le sujet, c'est-à-dire que je ne vis pas avec les populations, mais je ne pense pas vraiment que le gouvernement se soit levé un beau matin et soit allé casser les maisons sans qu'au préalable il n'ait eu tout de même des avis pour prévenir ou bien sensibiliser la population. Je pense que tout de même qu'il y a eu des campagnes de sensibilisation qui ont été menées, non pas seulement cette année, mais les années précédentes. On a eu des campagnes de sensibilisation aussi bien sur les réseaux sociaux, à la télévision. On a eu, au cours des conseils des ministres, des communiqués, des communications qui ont été effectuées à cet effet-là et faire des rapports qui ont été rendus publics pour identifier sur toute la zone, le périmètre d'Abidjan, non même pas la ville d'Abidjan, mais tout le district même d'Abidjan, les zones qui ont été répertoriées comme des zones à risque, et commencer à sensibiliser la population pour leur dire qu'elle devait partir de là. Donc vous voulez nous dire qu'il n'y a pas de responsabilité des populations. Oui, non, je me dis qu'à partir du moment où on est informé, à partir du moment où on est informé. Vous savez, M. Khalil, c'est une question, ma foi, très sensible. Partir aussi, non, il faut le dire. Il faut le faire avec les moyens. Oui, si on n'a pas les moyens de partir, de quitter ces lieux qui sont ciblés pour être détruits, comment on fait? Donc, comment on fait finalement? Non, moi, je suis en train de vous dire que le gouvernement, les autorités publiques ne se lèvent pas un beau matin à aller détruire la maison de quelqu'un. Non. Il y a une communication. Peut-être, moi, je dirais, en Côte d'Ivoire, vous savez, les gens sont beaucoup accros à la rumeur. Les gens sont beaucoup accros à la fausse information aux fausses informations qui circulent généralement sur les réseaux sociaux. Vous savez, généralement, il y a des campagnes de communication qui sont menées. Mais fort malheureusement, les gens ne prennent pas les bonnes informations, les gens ne vont pas à la source des informations, si bien que ces campagnes de communication-là passent parfois inaperçues. Sinon, moi, je suis sur les réseaux sociaux, on suit tous l'actualité. On sait qu'il y a des campagnes de sensibilisation qui ont été menées pour identifier dans tout le grand Abidjan des zones à risque. À partir du moment où on habite dans une zone qui a été identifiée comme une zone non seulement à risque, mais comme d'ailleurs une zone identifiée comme étant dans le domaine public, il faut faire en sorte de prendre ces dispositions avant que la période des pluies n'arrive. Parce qu'on le sait, à un moment donné, le gouvernement est détentrice de la force publique, le gouvernement a l'obligation de préserver les vies des populations. Mais comment on prend ces dispositions dont vous parlez? Quand vous dites quand on a été informé, il faut prendre les dispositions. Ces dispositions, on ne va pas aller dire à quelqu'un comment tu t'organises, faire en sorte que la prochaine période des pluies ne te trouve pas là. Non, chacun a ses dispositions qu'il prend. Mais l'objectif, c'est de préserver. Je pense que chacun a l'obligation de protéger sa propre famille. En tant qu'homme, on a l'obligation même de protéger notre propre famille. Il faut à un moment donné, choisir entre partir d'un lieu ou perdre des vies là. Partir du lieu ou perdre sa vie. Je pense que là, il n'y a même pas de choix à effectuer là. À partir du moment où il y a péril de vie, à partir du moment où il y a péril de vies humaines, il faut faire en sorte de préserver la vie humaine. Si on devait choisir entre faire partir quelqu'un d'un lieu et préserver sa vie, moi je pense que le choix tout de suite qui s'identifie, c'est le choix de préserver la vie. Et moi, très sincèrement, je suis vraiment compatissant, certes, de ces populations, mais, M. Khalil, au début de l'émission, je vous ai dit que je m'inclinais face à la mémoire de toutes les personnes qui ont perdu les vues. J'ai vu de ces vidéos, les années précédentes, des personnes décédées sur les zones à risque qui m'ont personnellement bouleversé. Et je vous assure que même si moi-même j'étais compatissant à un moment donné, moi je me suis assis, j'ai dit, mais attends, on ne peut pas en arriver là. Des personnes qui meurent dans des conditions extrêmement déplorables, extrêmement graves. Ça fait extrêmement pitié. Mais quand on évoque cette situation, on ne prend pas la peine d'expliquer aux gens c'est quoi le danger, quel est l'objectif du gouvernement lorsque de telles opérations sont menées. Mais je pense que très sincèrement, en cet état actuel des choses, il faut faire en sorte, surtout nous autres, qui avons la possibilité de prendre la parole en public, je suppose que nous avons un devoir d'éclaireur vis-à-vis des populations. Il faut faire en sorte de faire circuler la bonne information. Il faut faire en sorte d'informer les gens de ce qui est effectivement et de ce qui est pris comme initiative. Que dites-vous de la situation actuelle de ces populations qui ont été déguerpies? Parce que avec ce qui s'est passé, ce sont des familles qui se retrouvent dehors, qui se retrouvent sans toit,
sans-abri, surtout en cette période de pluie. Que dites-vous de la situation de ces personnes qui ont subi ces opérations? Vous savez, d'ailleurs, j'allais en venir à cette question. Moi, je remarque beaucoup une forte politisation de la question du déguerpissement. Je remarque, c'est normal, c'est naturel. Politisation de la part de qui? De l'opposition? Oui, non, de la part de l'opposition. On peut lire la presse, on peut lire la récupération politique que les gens en font, qui tentent à imputer au gouvernement, aux autorités publiques, des intentions qui, bien des fois, ce n'est même pas ça. Non, j'ai vu quelqu'un qui un jour, je ne sais pas, c'est hier avant-hier, qui a publié sur sa page des cahiers qui étaient sous le soleil, dit, vous voyez, le fait que ces cahiers-là soient sous le soleil, ça témoigne de la volonté du gouvernement de minimiser l'éducation. Ça a quoi à voir? Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, lorsque nous sommes en période d'examen aussi, d'examen scolaire, il y a le bac qui doit se tenir. Quand on détruit la maison de quelqu'un qui est sur le point d'aller présenter son concours du bac, peut-être qu'on peut donner raison à cette personne qui évoque ça comme un sujet. Monsieur Khalil, là, c'est l'aile émotionnelle qu'on est en train de toucher. Lorsque vous êtes emmené à diriger, lorsque vous faites face à la problématique de la gestion d'un certain nombre de problématiques de la société, croyez-moi, il y a bien des fois où il faut prendre des décisions. Il y a bien des fois où il faut privilégier un certain nombre de choses. Je pense que présentement, je ne pense pas que le gouvernement ivoirien, en l'état actuel des choses, puisse dire qu'il est vraiment heureux de voir sa propre population dehors, en cette période de pluie. Très honnêtement, je ne pense pas. Il faut véritablement privilégier l'objectif qui est affiché. Mais au-delà même de l'objectif des zéro mort, il ne faut pas oblitérer le fait que Abidjan est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Abidjan, visiblement, est la vitrine de la Côte d'Ivoire. Ce que nous démontrons à travers cette ville est ce qui est perçu à l'extérieur. Ce que nous démontrons à travers l'organisation, la gestion de l'urbanisme à Abidjan est ce qui est perçu à l'extérieur. Les autorités publiques également, avec cet objectif affiché d'assainir la ville d'Abidjan, entendent également faire lui et réduire l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Donc, à un moment donné, il faut également privilégier et mettre en avant le fait qu'il y a des impératifs de développement qui font que les autorités publiques sont amenées à prendre un certain nombre de décisions. Et cette décision-là, bien des fois, dites-vous que ça va mener quelquefois au résultat que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais je vous assure, et j'en suis pertinemment convaincu, que l'objectif affiché en l'état actuel des choses par les autorités publiques est noble en soi. Dire que nous ne voulons pas de morts à l'issue de cette saison de pluie, c'est un objectif noble. Parce que très sincèrement, moi personnellement, j'ai été bouleversé par des images de morts que j'ai vues sur les réseaux sociaux pendant les périodes de pluie précédentes. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Et moi, je pense que cet objectif affiché est noble, il faut le soutenir. Alors, Chiffon, cette dernière question pour boucler avec ce premier sujet relativement au déguerpissement à Abidjan. Le déguerpissement, la démolition vont continuer parce que la modernisation d'Abidjan doit se poursuivre. Absolument. Mais derrière, il y a forcément des impacts sociaux qu'on doit chercher à limiter. Oui. Que faut-il faire à présent? Je pense que le gouvernement l'a déjà annoncé. Je pense qu'il y a un plan de relogement qui est en cours, qui a été annoncé par les autorités. Il s'agit maintenant de déployer ce plan de relogement-là à l'endroit de toutes ces populations qui ont été touchées, mais surtout de faire en sorte... Est-ce qu'il fonctionne bien ce plan de relogement? Parce que la population, on les voit dehors. Non, absolument. Moi, je souhaite vraiment qu'il y ait une véritable implication des autorités, surtout dans l'identification des populations qui ont été touchées par ces activités-là, et faire en sorte que les véritables populations bénéficient. Parce que bien des fois, parfois, dans la gestion, on entend bien des choses qui ne sont pas vraiment... fait vraiment en sorte qu'il y ait vraiment une très bonne transparence dans cette gestion-là. Surtout que le gouvernement s'implique véritablement
dans la gestion de cette politique de relogement. D'accord, c'est bien noté. Merci Chiffoual pour ces premières analyses relatives aux opérations de déguerpissement qui sont menées dans les différents quartiers d'Abidjan. La dernière en date, c'est-à-dire la dernière opération en date, c'est celle qui a eu lieu bien sûr à Vridi 3, dans la commune de Port-Boué, le quartier qu'on appelle de façon affectueuse Zimbabwe. On va marquer une pause dans cette émission et se retrouver juste après pour évoquer cette fois un sujet plus politique. Et là, on parlera de la commission électorale indépendante, comme vous le savez, qui a été dissoute par le gouvernement ivoirien. Quel modèle électoral pour la prochaine échéance? C'est la question à laquelle notre invité va tenter de répondre juste après cette pause. Bienvenue dans le débat sur l'Intelligent TV. Le débat, d'accord, pas d'accord. Personne bien éduquée ne peut pas parler de la médiocrité. Même parlons de M. Tidiane Thiam, madame. Vous ne pouvez pas le dire. M. Tidiane Thiam, c'est vous le problème. C'est vous qui avez un problème. Comme dans une arène, nos invités ancrés dans leurs convictions tentent de convaincre les autres. Avec le débat, tout est dit, tout est su. Mais il y a des preuves où il a fait les achats. Tu as des preuves. On achète avec la nationalité. Attendez-moi, je ne parle pas de nationalité. C'est privé, oui, mais tout le monde assume. Non, on assume. Vous voyez, mais il n'a jamais dit non. Il y a un partisan du RHDP qui confirme ça. Tous les jeudis à partir de 18h. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Si vous nous suivez, sachez que vous suivez la revue de presse grand format. C'est votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter et analyser l'actualité de la semaine. Et pour cette semaine, nous avons au programme 3 sujets que nous vous avons présentés dès l'entame de cette émission. Et nous avons déjà évacué le premier sujet qui concernait les opérations de déguerpissement à Abidjan. Et à présent, on s'attaque au deuxième sujet de cette émission. On parle à présent de la commission électorale indépendante. Vous le savez, la question de la gouvernance électorale demeure un enjeu central de la démocratie ivoirienne après la dissolution de la commission électorale indépendante par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Plusieurs voix s'interrogent sur le modèle le plus adapté pour garantir les élections crédibles, transparente et acceptée par tous les acteurs politiques. Les évêques catholiques se sont d'ailleurs récemment fait entendre sur le sujet en plaidant pour un dispositif non politisé. Alors, Chiffoual Idriss, quel modèle électoral pour la prochaine élection en Côte d'Ivoire? D'abord, je voudrais exprimer mes civilités les plus honorables à l'endroit du président, de l'ex-président de la CEI, qui est un homme rompu à sa vocation, qui a vraiment marqué les esprits des Ivoiriens de par la maîtrise des sujets et surtout de son activité. Avant d'évoquer cette question, il est important de rappeler aux uns et aux autres que la CEI, dans sa configuration telle que nous l'avions connue, est l'émanation d'une volonté politique. D'autant plus que cette CEI-là émane des accords politiques qui ont été signés entre les acteurs politiques au cours de la crise ivoirienne, qui réclamait une intervention ou bien une participation de toutes les tendances et toutes les corporations politiques à la structure d'organisation de l'élection. Donc, à un moment donné, ces mêmes hommes-là, finalement, ont commencé à décrier un tant soit peu l'impartialité de la CEI et un certain nombre de choses. Eh bien, le gouvernement a jugé que bien, l'objectif d'une commission, l'objectif d'une instance qui est chargée d'organiser les élections, c'est de faire en sorte qu'il y ait un consensus aussi global qu'il soit. Donc l'objectif en dissolvant cette institution, c'est de faire en sorte de mettre en place une institution qui va davantage rassurer les acteurs politiques et qui soit tout autant consensuelle, s'il faut le dire ainsi. Je pense que cette nouvelle CEI-là, certainement, on va peut-être remarquer une participation un peu plus importante de la société civile et peut-être même des juges, des magistrats, mais des personnes qui ne soient pas forcément politiques. Et pourquoi pas écarter totalement même tout ce qui relève de participation politique, participation partisane et faire en sorte que ce soit organisé par des acteurs purement issus de la société civile, des juges ou bien peut-être des guides religieux. Ou peut-être, pourrait-on revenir à l'ancienne méthode qui était
l'organisation par le ministère de l'Intérieur. En tout cas, il y a plusieurs configurations, mais il faut mettre en avant la volonté affichée des autorités publiques qui estiment qu'en l'état actuel des choses, il faut faire en sorte que la nouvelle institution puisse vraiment être consensuelle autant qu'il le faut. Donc, on peut vraiment, pourquoi pas, tergiverser sur peut-être les configurations que ça pourrait prendre, mais bon, pas vraiment avec certitude en l'état actuel des choses. Pour vous, la bonne configuration, c'est quoi? Est-ce qu'il faut revenir au modèle où les élections étaient gérées par le ministère de l'Intérieur, ou il faut rester avec la formule commission électorale indépendante avec plus de présence de la société civile, d'acteurs dits indépendants? Vous savez, M. Khalil, peu importe la configuration qu'on fera de la CEI, tout dépendra de la perception des acteurs politiques. Mais surtout, à un moment donné, de la manière dont on fait la politique et surtout des valeurs partagées par les hommes politiques. Croyez-moi, la politique, ou bien la bonne politique, la transparence d'une institution ne se juge pas lorsqu'on a gagné une élection. La transparence d'une institution se juge, ou bien l'honorabilité d'un homme politique se juge à sa capacité à accepter les résultats qui sont divulgués par l'institution que nous avons communément accepté de mettre en place pour organiser les élections. Peu importe la configuration que prendra la CEI, il faudra, pour les acteurs politiques, une certaine dose de maturité, une certaine dose de responsabilité qui fera en sorte que, étant donné que c'est véritablement notre émanation, que nous soyons disposés et capables d'accepter les résultats et l'activité qui sera issue de cette instance-là. Donc, je ne pense pas en l'état actuel des choses. Si je devais proposer au gouvernement, je dirais vraiment qu'au regard de tout ce qu'on a connu comme remise en cause, remise en question des résultats de la CEI, principalement par les acteurs politiques, faisons en sorte que les acteurs politiques n'y participent plus. À partir de cet instant, on s'est dit que les résultats qui sont proposés par la CEI sont vraiment proposés de manière impartiale, si on peut le dire ainsi. Mais lorsque on met en place une instance au sein de laquelle nous sommes participants, au sein de laquelle nous sommes représentés, et qu'on a la possibilité de tous les recours possibles, tous les recours, en tout cas publics, institutionnellement possibles, et qu'au-delà de tout ce fait-là, on en arrive à remettre en cause l'activité même de l'institution, il y a problème. Il y a problème de valeur, il y a problème de responsabilité, de responsabilisation de nous-mêmes, notre manière de faire la politique. Alors quand je vous entends dire ça, je comprends tout de suite que pour vous, Chiffol, la CEI, l'ex-organe qui s'occupait de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, est exemple de tout reproche. Le problème vient plutôt des acteurs politiques qui manquent de bonne foi, de sincérité. Croyez-moi, il est vrai qu'on dit que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais si je devais reprocher des choses à la CEI, croyez-moi, en l'état actuel des choses, je n'ai vraiment pas grande chose à reprocher à la CEI. Je pense que la CEI, depuis son institution jusqu'à ces jours, les acteurs politiques, les acteurs de la CEI se sont évertués à faire un travail exemplaire, un travail qui puisse véritablement incarner la mission pour laquelle ils ont été mis en place. Certes, à un moment donné, on a pu peut-être constater certaines irrégularités ça et là dans quelques zones, mais vous êtes sans ignorer également que nous en sommes arrivés à l'annulation de certaines élections dans certaines zones. Dans le cadre, par exemple, des municipales, des législatives, il y a eu certaines élections qui ont été annulées. Ça veut dire qu'à un moment donné, la CEI elle-même a reconnu qu'à un moment donné, il y a eu quelques failles constatées ça et là, et qu'elle s'engage à les rattraper, mais la volonté manifeste de les rattraper. À partir de cet instant où on a toute cette façon de faire, tout ce modus operandi qui fait en sorte de vraiment rendre honorable l'activité de la CEI, je pense qu'on n'a pas vraiment grande chose, personnellement. Peut-être dira-t-on que je ne suis pas un acteur politique, on n'a pas grande chose à reprocher à la CEI. Mais ce que je défends et ce que je reproche aux acteurs politiques en Côte d'Ivoire, c'est surtout la maturité. La maturité et surtout la responsabilisation dans l'engagement politique. Alors, concernant l'architecture du nouvel organe électoral, est-ce qu'on peut parvenir à un consensus politique, selon vous? C'est possible? Difficile. Quand j'observe la scène politique présentement en Côte d'Ivoire,
si un consensus devrait venir des hommes politiques, de la sphère politique, entre les acteurs politiques, il serait extrêmement difficile. Parce que je ne vois pas une disposition claire des uns et des autres à collaborer pour s'entendre sur une substance claire capable de réunir les Ivoiriens. Je vois chacun qui est engagé dans une perspective d'interprétation à géométrie variable par rapport à sa position. Je vois une certaine radicalité qui, bien des fois, fait en sorte qu'on ne peut pas parvenir à un certain consensus. Certes, il y a de la bonne volonté. Je le réaffirme, il y a de la bonne volonté par rapport aux autorités de la CEI, par rapport aux personnes qui ont dirigé la CEI, mais quand j'observe la réaction et les réactions de certains hommes politiques, certains acteurs politiques, je ne pense pas qu'en l'état actuel des choses, s'il advenait qu'on devait laisser le consensus, la possibilité de consensus aux hommes politiques, il serait extrêmement difficile. Je propose certainement qu'on y adjoint la participation citoyenne, la participation religieuse de certains acteurs qui, selon nous, nous estimons qui sont vraiment impartiaux par rapport à leur engagement dans la sphère politique. Mais actuellement, obtenir un consensus, mettre en place une structure qui soit consensuelle, il serait extrêmement difficile. Vous-même, vous avez la possibilité de voir les positions tranchées parfois sur les plateaux de télévision, les journaux, les différentes publications, ça et là. C'est vraiment compliqué. Mais je pense que chacun devrait se mettre dans la disposition de maturité pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Et parlant de réaction, on a les évêques, l'Église, les évêques catholiques qui ont récemment réagi, qui ont manifesté leur position relativement à ce que nous attendons tous, c'est-à-dire la mise en place du nouvel organe électoral en Côte d'Ivoire. Les évêques ont plaidé pour un organe électoral non politisé. Comment vous appréciez cette sortie des évêques catholiques de Côte d'Ivoire? Eh bien, l'une des missions également de l'homme de Dieu, c'est de faire en sorte que la société dans laquelle il vit soit une société apaisée. L'homme de Dieu a une responsabilité sociale, une responsabilité morale également vis-à-vis de la société dans laquelle il est. Donc moi, personnellement, je pense que c'est une sortie salutaire pour les hommes de Dieu, à partir du moment où ils sont également engagés dans une véritable foi, faire en sorte que notre société soit paisible et apaisée, ce serait honorable. S'ils estiment que lorsqu'ils analysent actuellement la configuration des choses, il faudrait faire en sorte que la CEI soit totalement dépolitisée. Bon, ben, c'est une possibilité, c'est une perspective. Est-ce que c'est possible justement de trouver un dispositif non politisé, comme le souhaitent les évêques catholiques? Est-ce qu'on peut en arriver à là? Un dispositif totalement dépolitisé, ça serait compliqué. Ça serait compliqué parce que, à un moment donné, on va exiger, chaque parti politique va exiger d'être représenté dans telle localité par rapport à telle organisation de telle élection, d'être représenté au sein de la CEI, d'avoir un droit de regard également sur l'activité de la CEI. Même si c'est une CEI qui est totalement dépolitisée, il y a tout de même des voies de recours qui seront mises en place. Il y a la possibilité de contester les élections. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Ça veut dire aussi que la CEI n'a pas été vraiment impartiale, indépendante tout au long de son existence. Mais qu'est-ce qui nous permet d'affirmer cela? Si aujourd'hui, Quand vous dites qu'on peut pas, c'est difficile d'arriver à un dispositif non politisé parce qu'à un moment, chaque parti politique va demander à être représenté au sein du dispositif. Et ce serait de leur plein droit que d'exiger d'avoir un droit de regard sur les activités, puisque c'est la chose publique. L'objectif, c'est d'élire des hommes qui vont représenter le peuple. Donc le parti politique peut estimer qu'il doit avoir un droit de regard sur les activités, c'est normal. Mais lorsque vous avez un droit de regard, il ne faut pas que ce droit de regard se transmette également en une remise en cause perpétuelle des activités de l'institution, en une remise en cause de la crédibilité même de l'institution. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que nous ayons la dose de maturité, de responsabiliser et d'avoir confiance aux institutions que nous-mêmes nous mettons en place. Pourquoi? Parce que ces institutions-là, ne sont pas l'émanation d'un homme, c'est l'émanation de la loi. Ce n'est pas un homme qui se lève un beau matin qui dit que je mets en place la CEI, dans cette configuration qui me plaît. Non, c'est l'émanation de la loi ivoirienne qui a conduit à la mise en place de cette structure-là avec cette configuration que nous avons connue. Donc,
La capacité à respecter les résultats issus de l'activité de cette instance-là, c'est également notre disposition au respect scrupuleux de la loi que nous avons nous-mêmes suscité au sein de notre société. Voilà. D'accord, c'est bien noté, Chifol, merci pour ces analyses sur ce deuxième sujet après la dissolution de la Commission électorale indépendante. Quel modèle électoral pour les prochaines échéances? Chifol, on va marquer une nouvelle pause dans cette émission qui va nous permettre de souffler et revenir avec plein d'énergie pour la suite de cette émission, la revue de presse grand format. Ne partez pas, restez toujours avec nous. On se retrouve dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle émission de Les Entretiens. Les Entretiens de l'Intelligent TV, rendez-vous avec des personnalités de tous bords. Les hésitations contribuent également à démotiver des militants par rapport à la voie. Deuxièmement, ils n'ont vraiment pas de projet. Mais non, parce que nous, quand nous y allons, c'est pour gagner. Pour des échanges francs et instructifs, les Entretiens de l'Intelligent TV. Mais vous êtes là, quand tu dis Blé Goudé, on commence à l'insulter. Tu dis Gbagbo, on l'insulte ici. Simone, on l'insulte. Qu'est-ce qui se passe? Ça, j'appelle ça des questions impolies. J'appelle ça des questions impolies parce que tu ne me demandes pas, moi Serge, de venir dire que c'est celle-là qui a fait ça. Tu m'amènes à aller dans des trucs de cours communes. Je n'entrerai pas dans ce débat. C'est tous les mercredis à partir de 18h. Vous êtes sur l'Intelligent TV, vous faites bien de rester en notre compagnie. Nous sommes de retour pour la suite et fin de ce numéro de la revue de presse grand format. Cette émission qui décrypte, décortique pour vous les principaux sujets de l'actualité de la semaine. Pour ce jour, nous sommes en compagnie de Chifol Idriss Ouattara. Il est écrivain, il est le PCA de l'AIPAC qui est l'action... ivoirienne, l'Alliance ivoirienne pour les actions coordonnées. Merci Chifol d'être avec nous ce soir pour décortiquer l'actualité de cette semaine. L'un des sujets qui a marqué cette semaine en termes d'actualité, c'est bien sûr la visite d'amitié et de travail du tout nouveau président béninois, Romuald Wadani, qui était à Abidjan ce jeudi 4 juin 2026, où il a rencontré son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Les deux présidents ont exprimé leur volonté d'entretenir une relation de bonne coopération. Chifol, quel enseignement tirez-vous de cette visite du président béninois en Côte d'Ivoire? Écoutez, nous sommes honorés de la visite du président béninois tout fraîchement élu et à qui d'ailleurs nous exprimons notre vive admiration. Et, la Côte d'Ivoire, il faut le dire, fait partie de la première cohorte de pays visités, bien que nous soyons à la fin du processus qui a commencé au Nigeria, par la suite au Niger, ensuite au Burkina, au Togo et ensuite la Côte d'Ivoire. Il faut inscrire cette visite-là dans le fait que la Côte d'Ivoire, bon, vous le savez, aujourd'hui, est considérée comme la locomotive de l'UEMOA. Et le président Alassane Ouattara, son excellence Alassane Ouattara, est doté d'une très bonne expérience qui, visiblement, pourrait servir au nouveau président qui a été élu. Et donc, visiter la Côte d'Ivoire, visiter son aîné, le président Alassane Ouattara, c'est réitérer les amitiés du Bénin à l'endroit de la Côte d'Ivoire, mais surtout faire en sorte de renforcer l'axe de coopération économique entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, parce qu'il ne faut pas oblitérer le fait que notre port, le port d'Abidjan, fait partie des ports les plus performants de l'Afrique de l'Ouest. Une position stratégique qui est disputée également par le Bénin, par le port du Bénin, puisque le territoire béninois est la porte d'entrée au pays sahélien, il faut le dire. Donc, c'est une visite aussi qui vise à démontrer aux uns et aux autres que ce ne sont pas des positions compétitives, mais ce sont des positions complémentaires. Et donc, cette visite-là, naturellement, vise à raviver la coopération, la collaboration entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, et que nous saluons d'ailleurs.
Voilà. Est-ce qu'elle a une portée diplomatique et politique aussi? Oui, elle a une portée diplomatique, politique et diplomatique. Voilà. Politique en ce sens que, vous le saviez, il y avait de très bons rapports entre son prédécesseur, le président Patrice Talon, et le président de la République, particulièrement Alassane Ouattara, qu'il visitait à chaque fois. Et donc, en visitant le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, la portée politique, c'est de réitérer le fait qu'il s'engage également à continuer dans la même perspective que son prédécesseur, mais surtout continuer de solliciter également son assistance et son appui dans sa praxis économique à l'international. Une portée diplomatique en ce sens que, bon, c'est pratiquement la même chose. Qui dit diplomatie dit forcément répercussions sur le domaine économique. Une portée diplomatique en ce sens qu'il faut renforcer, continuer de renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, qui sont des grosses locomotives également de l'UEMOA, de l'Afrique de l'Ouest, faire en sorte que nos deux économies continuent de collaborer. Puisque nous collaborons au plan agricole, au plan logistique, à plusieurs niveaux, nous collaborons. Au plan douanier, je pense qu'il y a un plan d'harmonisation de nos réglementations, de nos règles qui sont en cours. Donc tout ça, voilà, ça entre dans le cadre de la portée. Après, il faut aussi que la population puisse bénéficier de ce rapprochement. Oui, absolument. Absolument. Forcément, si c'est une répercussion économique, la population pourrait en bénéficier. Si on parle de libre circulation des biens et des personnes, puisque Cotonou, c'est ça, Cotonou est sur l'axe, la capitale du Nigeria, l'axe Lagos-Cotonou-Abidjan. L'objectif également, c'est de faire en sorte de fluidifier les échanges commerciaux entre ces trois capitales-là, entre les deux capitales, Cotonou et Abidjan. Naturellement qu'il y a des répercussions économiques pour les populations, voilà, qui sont également engagées dans ce sens-là, pour les opérateurs économiques, pour les populations également, qui auront une fluidité de circulation entre les territoires. Voilà. Et il n'a pas attendu, je parle bien sûr du président béninois, il n'a pas attendu des semaines après son investiture pour aller visiter ses homologues. Oui, absolument. Il a fait dans l'immédiat. Il est passé d'abord, je crois, le premier pays qu'il a visité, c'est le Nigeria. Absolument. Le pays voisin. C'est ça. Et c'est d'ailleurs à saluer. Et cette visite systématique, cet enclenchement systématique de ces visites-là, vise à rappeler aux uns et aux autres qu'il n'y a pas vraiment de cassure entre son prédécesseur et lui, et qu'il continue dans la même perspective que le président Patrice Talon, qui, je vous le rappelle, a enregistré un très beau bilan à la tête de son pays au cours des mandats qu'il a effectués, dit aux uns et aux autres qu'il continue dans cette perspective-là et qu'il n'y a pas vraiment de cassure. Voilà. Donc je pense que la systématisation de cette visite diplomatique-là vise à rassurer les populations de ce que vraiment le travail continue. Le cap est fixé pour le développement du Bénin et surtout le rayonnement du Bénin. Voilà. Visiter la Côte d'Ivoire, nous, ça nous arrange également. Et avant la Côte d'Ivoire, il a visité le Burkina Faso. Absolument. Le Niger, qui sont des pays qui constituent l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ces pays qui n'entretiennent pas forcément de très bons rapports avec la Côte d'Ivoire. Comment vous comprenez cela? Écoutez, le fait que le président Ouadani visite tous ces pays-là malgré les relations conflictuelles entre eux. Écoutez, il faut se départir de toutes les interprétations, il faut se départir de tous les complexes. Le président Ouadani est le président d'un pays qui est souverain. Il a sa façon de voir les choses. Il estime que les pays qu'il devrait visiter en premier sont le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso. Il n'y a pas vraiment d'interprétation en arrière-plan à avoir. Il faut prendre la chose telle que ça s'offre à nous. Il est le président du Bénin. Il estime qu'il doit visiter le Niger, le Burkina Faso, ensuite la Côte d'Ivoire. Ça rentre en ligne de compte de sa position diplomatique et de son agenda. Il n'y a pas d'interprétation d'arrière-plan à avoir avec cela. Et puis, au-delà de tout, le Burkina, le Niger restent des pays frères avec lesquels nous entretenons de bons rapports. Il n'y a vraiment pas d'animosité entre nous, pas du tout. Peut-être à un moment donné, on a eu des positions divergentes quant à un certain nombre d'appréciations des dossiers politiques, mais ces pays-là demeurent nos pays frères. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'interprétation d'arrière-plan à avoir quant à cette visite, cette primauté de visite par rapport à la Côte d'Ivoire. Non, pas du tout. Continuons de collaborer, continuons à nous entendre, puisque d'autant plus le président Ouadani l'a dit, l'a réaffirmé.
En Afrique de l'Ouest, nous sommes pratiquement confrontés aux mêmes problèmes. Nos territoires ont les mêmes configurations et donc pratiquement confrontés aux mêmes problèmes. Nous n'avons d'autre choix que de collaborer, que de nous entendre pour avancer ensemble. Aujourd'hui, l'une des problématiques majeures à laquelle nous sommes tous confrontés, c'est la problématique de la guerre asymétrique, du terrorisme. Et donc, il faut nécessairement et impérativement pour nous que nous nous unissions, que nous collaborions, surtout en termes sécuritaires, en termes de change, de renseignements, pour faire en sorte de vaincre ce phénomène-là qui est fort déplorable pour nos pays, qui a une répercussion à tous les niveaux. D'accord. Merci beaucoup, Chiffol. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce numéro de la revue de presse grand format. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau, de nous avoir aidé à comprendre mieux ce qui s'est passé cette semaine en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Merci à l'équipe technique qui était à la régie, qui a travaillé et qui a permis que cette émission soit une réalité. Merci aussi à vous qui avez pris de votre temps pour suivre cette émission. Nous vous invitons à rester toujours avec nous et à continuer de suivre tous nos programmes qui sont aussi disponibles sur nos plateformes numériques. Je veux parler de l'intelligence d'Abidjan.info. Je veux parler aussi de Afrique Presse. Vous avez aussi l'occasion de revoir ce qui se fait sur ce plateau dans les différentes émissions, dans le journal papier, la version imprimée du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Merci encore une fois de plus de votre fidélité à nos programmes. Et puis à très bientôt sur notre antenne. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime plus que moi-même, mais moins que Dieu. Au revoir.